Le thème qui est important sur le plan politique, on le voit dans la plupart de nos pays de l'OCDE, le thème des inégalités entre les plus riches et les moins riches. Alors, Maria, pour rebondir directement sur ce qu'a dit Sophie, comment se fait-il que l'Europe, qui semblait avoir depuis longtemps une espèce de leadership sur ce sujet de justice sociale ou de cohésion entre les pays européens, comment se fait-il que l'Europe, elle semble avoir perdu ce leadership? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ou qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, à mon avis, la racine du problème est que, avec la crise financière, on a eu une crise spécifique en Europe, qui est la crise de la zone euro, que du fait qu'on dispose d'une union économique et monétaire qui n'est pas encore complète, a déclenché une sorte de machine à produire des divergences économiques et sociales en Europe. Comment cette machine fonctionne-t-elle? Il faut le comprendre. Le fait qu'on a eu la crise financière avec le credit crunch, la difficulté d'accès au crédit bancaire, tout d'abord, mais qui ensuite a été tournée en une crise de dette souveraine dans quelques pays, a créé une situation complètement inégale entre les États membres qui composent la zone euro en ce qui concerne les moyens pour investir. Le coût du financement privé et public reste complètement différent entre États membres. Et ça déclenche aussi une divergence sur la capacité d'investir, d'assurer la croissance, de créer de l'emploi, et c'est comme ça qu'on arrive à une situation où on peut avoir des États membres ou des régions avec 40% de taux de chômage jeunes et d'autres régions qui ont seulement 4% de taux de chômage jeunes. Bon, tout le monde peut comprendre que quand on arrive à ce niveau de divergence, on a une tension énorme dans la même zone monétaire. Et à mon avis, on va parler certainement des solutions. Elle demande un effort des États membres concernés, certainement. Il faut que ceux qui sont en retard fassent un effort du point de vue de capacité compétitive. Mais il faut vous dire que le décalage de conditions de financement est tel qu'on ne peut pas demander seulement à ces États membres de résoudre tout seuls ce problème. Il faut en fait compléter notre union économique et monétaire et la doter des instruments que toutes les zones monétaires dans le monde ont, notamment une union bancaire, une capacité budgétaire et une capacité de décision sur toutes ces questions qui soient vraiment démocratiques. Voilà, on est là pour le moment. Merci. Peut-être Philippe, comment est-ce qu'on peut faire? On écoute Maria et effectivement on entend beaucoup, il faut finir la zone euro, on a fait une union monétaire, il faut faire une union budgétaire et fiscale. Mais est-ce que c'est audible politiquement aujourd'hui, où tous les États semblent se replier sur eux-mêmes, où certains quittent même, comme la Grande-Bretagne, pas la zone euro mais l'Europe? Comment est-ce qu'on peut avoir ce discours? Alors je vous demande peut-être pas de prendre la casquette de business, mais justement la casquette économie et sociale. Comment est-ce qu'on fait passer un message politique qu'il faut aller plus loin? Bien, d'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la première chose à dire, c'est que, et de loin encore, l'Europe a le leadership en matière de protection sociale. Vous dites on perd le leadership, mais pas du tout. En termes de dépenses sociales, en termes de système social, l'Europe est de loin le numéro 1 du monde. Deuxièmement, en ce qui concerne l'eurozone, il n'y a pas de crise de l'euro, il y a des crises dans un certain nombre de secteurs et de pays. On parle depuis ce matin de grands projets pour l'Europe. On a parlé des réfugiés, on a parlé de l'énergie, on a parlé du digital. Il faut fédérer. Michel Barnier a dit nous devons rester dans les 10 premiers. Eh bien, avec l'euro, on a réalisé cela. Je suis parmi les plus âgés de la salle. Je me rappelle bien, dans les années 90, toute la bataille politique qu'il y a eu pour mettre l'euro en place, qui est une réalisation fantastique et qui, en soi, contient les germes, je dirais, de la
du rapprochement et de la cohérence européenne. Mais il faut évidemment que l'on mette en place tous les mécanismes qui doivent suivre. Mais l'euro est une monnaie forte, la deuxième du monde, qui est respectée. Donc, respectons cela et reconnaissons cela. Alors, le second élément, c'est quelles sont les politiques économiques qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, et on l'a vu dans beaucoup de domaines que l'on a discuté aujourd'hui, ça doit se faire au niveau européen avec des convergences, des harmonisations de politiques. Il y a évidemment aussi des situations très diversifiées d'un pays à l'autre, mais c'est cela qu'il faut mettre en œuvre et l'euro est un instrument pour favoriser cette cohérence et donc, si tout se met bien en place, pour effacer au fur et à mesure, ce ne sera pas fait du jour au lendemain, les inégalités. Stéphane, vous voulez réagir là-dessus? Si je peux me permettre, juste Philippe, je pense que la salle est convaincue, mais est-ce qu'on a vraiment convaincu les gens qui aujourd'hui votent de plus en plus pour les populistes? Est-ce que ce message de dire on va plus loin, vous n'avez pas vraiment répondu à cette question? Qu'est-ce que politiquement il faut faire? Techniquement ou technocratiquement, je crois qu'on a tous compris. Mais politiquement, peut-être Stéphane. Politiquement, d'abord un constat, la zone euro elle-même, elle est compétitive. Elle est compétitive, la balance des paiements courants de la zone euro, c'est un excédent de 3% du PIB. Alors ça veut dire exportation moins importation, quand on prend toute la zone euro, c'est 3% du PIB. Donc c'est structurellement excédentaire. Donc la zone euro se porte bien. Deuxième, on disait que ça faisait 8% des réserves mondiales, c'est 25% des réserves mondiales. C'est par rapport au dollar qui fait 60%. C'est plutôt une monnaie forte. Donc quand on prend la zone euro, c'est plutôt solide. C'est quand on regarde deux chiffres qu'on se pose la question. L'excédent de balance des paiements de l'Allemagne, c'est 8,8% du PIB. C'est absolument énorme. Le déficit de la France, au même moment, c'est entre 2 et 3% du PIB. Donc tout est là. Il y a des écarts de compétitivité tels que certains disent « ça n'est pas tenable ». Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, vient d'écrire un livre pour dire « ça ne tiendra pas ». Donc, il y a deux solutions. Soit on réagit, soit on attend que les choses se passent. Et effectivement, les possibilités que ça se délite. Alors après, il y a plusieurs scénarios. Hein. Certains, comme Stiglitz, comme d'autres, disent il y aura deux zones qui se créeront. Il y aura les pays du Nord d'un côté et les pays du Sud de l'autre. On peut imaginer beaucoup de scénarios. Mais ces inégalités, elles sont d'abord là. Si on ne réduit pas les écarts de compétitivité, alors on ne pourra pas résoudre les problèmes sociaux et les écarts sociaux qui peuvent y avoir derrière. Les écarts sociaux, c'est aussi 6%, presque le plein emploi en Allemagne, et c'est plus de 10% de chômage dans de nombreux pays du Sud, voire plus. Donc, comment faire face à cela? Eh bien, les premières réponses qui ont été faites, il y a eu un rapport, dans le jargon on appelle ça le rapport des 5 présidents, c'était quand même le président de la Commission, du Parlement, de la BCE, et qui ont écrit notamment ce sujet, de l'Eurogroupe aussi. Et donc ils ont fait un premier rapport qui franchement était très décevant. Parce que ce qu'ils proposaient, c'était des petites réformes. La réforme la plus importante, c'est créons des autorités nationales de la compétitivité. Des autorités nationales de la compétitivité. Donc très peu d'intégration. Ils appelaient un mécanisme budgétaire européen, dont vous parliez, mais c'était encore très faible, et sans aller vraiment dans le concret. Donc je crois que là, on a un choix à faire. Soit on décide d'aller beaucoup plus loin en termes d'intégration au sein de la zone euro, soit on ne prend pas ces décisions, et effectivement, il y a des risques. Alors, on pourra en discuter. Je ne vais pas ouvrir toutes les solutions maintenant parce qu'il y en a certaines. Mais je dirais même, et pour aussi, au fond, contribuer au débat, qu'on peut se poser la question de savoir si la zone euro est le bon périmètre géographique. Valéry Giscard d'Estaing, dans son livre Europa, lui dit mais non, moi je pense même que cette intégration, elle doit être beaucoup plus poussée dans quelques pays, auprès des pays fondateurs notamment, et qu'il ne faut pas aller plus loin parce que le risque, il est trop important. Et donc, on doit se poser ces questions-là. Cette intégration, elle est absolument indispensable. Quel est le bon périmètre et quelle solution?
Et je suppose qu'on va en parler maintenant. Maria. J'aimerais rebondir sur cette question en disant le suivant. C'est en fait que l'eurozone dispose d'un surplus sur le monde très important. Et à mon avis, une économie à cette échelle ne peut pas tenir si elle se base seulement sur le surplus sur l'économie mondiale. Nos partenaires au G20 soulèvent déjà ce problème. Évidemment que c'est très important d'être compétitif, moi je n'ai pas de doute. Mais c'est le moment pour l'Europe d'augmenter aussi sa demande antérieure. Il faut combiner l'effort d'exportation avec une expansion de la demande antérieure. Alors, comment on arrive à cela? À mon avis, il faut déclencher un cercle vertueux pour la croissance dans le cadre de la zone euro, qui permette à tous les États membres de la zone euro d'y participer. Ce cercle vertueux devait être déclenché par un programme commande investissement comme déclencheur et ensuite compter sur une expansion de la demande interne. Il faut combiner les deux et assortir ça des réformes nécessaires. C'est ça que j'appelle un cercle vertueux. Mais on n'est pas là parce qu'on n'a pas la coordination suffisante entre nos politiques macroéconomiques, tout d'abord, et on devrait l'avoir. On devrait regarder l'économie de la zone euro comme une économie proprement dite. On doit partir d'une évaluation de l'économie de la zone euro comme un tout et définir la politique économique adaptée à la situation. Et la situation, c'est qu'on a un vrai déficit d'investissement et un vrai déficit de demande antérieure dans la zone euro. Et finalement, il y a un autre aspect très important, c'est comment doit-on réduire les déséquilibres macroéconomiques. Stéphane vient de mentionner le grand déséquilibre entre l'économie allemande et l'économie française. Il y a d'autres déséquilibres, mais celui-là, c'est certainement le plus important. Il faut un effort combiné. Il faut que la France puisse faire son effort d'investissement et de réforme, certainement, mais il faut aussi que l'Allemagne puisse augmenter sa demande interne en répondant à ses besoins d'investissement et en continuant une hausse de salaire. Ça, c'est partie d'un jeu coopératif qu'on doit organiser dans la zone euro. Et finalement, il faut soutenir tout cet effort avec une capacité budgétaire. Bon, là, on a une grosse discussion partout en Europe. J'espère franchement que le livre blanc de la Commission et ensuite la feuille de route adoptée à Rome en mars puissent être plus clairs là-dessus. Mais on sait très bien, on a entre-temps, au cours de ces années de crise, développé une expertise européenne pour savoir très bien qu'on a besoin des outils de capacité budgétaire pour répondre à des chocs. Chaque fois qu'un membre est confronté sur un choc, il devait compter avec cette capacité budgétaire, mais aussi pour soutenir la convergence interne dans la zone euro. Ça, on le sait déjà très bien. Donc, on est en un moment où ce qui manque, c'est la volonté politique, à mon avis. On va laisser Philippe et peut-être Sophie réagir. Peut-être ensuite, on va prendre quelques questions, à faire une première salve de questions-réponses. Donc, préparez vos questions. La seule chose que je vous demande, c'est de les faire très courts. Soit de nous dire qu'on est dans le vrai, soit de proposer des solutions, mais tenez le cours. Peut-être Philippe d'abord. Quelques points en réaction. Plan Rodriguez. Non, d'abord, je ne crois pas
dans une mécanique de démantèlement de la zone euro pour avoir une zone super euro et puis une zone mini euro. Je crois qu'on a une zone euro et je vais même dire plus. Je crois qu'il faut étendre cette zone euro au niveau de l'Union européenne. Je souligne en passant qu'il y avait 2 pays qui avaient le droit de ne pas en faire partie, c'est le Royaume-Uni, mais ils sortent de l'ensemble, donc oublions-les, et le Danemark. Tous les autres ont vocation de rejoindre la zone euro et on doit tout faire pour que ça se fasse. Entre parenthèses, je trouve d'ailleurs qu'on devrait forcer la Suède à rentrer parce qu'elle répond à tous les critères. On ne peut pas rester un pied dedans, un pied dehors. Deuxièmement, sur le message politique, je crois qu'on est à une croisée des chemins et qu'il faut renforcer la gouvernance. Et renforcer la gouvernance, c'est donner des grands symboles européens. C'est plus de budget européen, c'est un ministre ou une ministre des Finances européennes et de l'économie, et donc à travers cela, mettre en place ce que nous demandons depuis ce matin, dans le domaine digital, dans le domaine énergétique, etc. Si on n'a pas tous ces instruments, on ne favorisera pas l'intégration. Et dernièrement, il faut que quand même les gouvernements nationaux qui acceptent des décisions et qui participent à des décisions européennes, les mettent en place au niveau national quand ils rentrent dans leur capitale. Et ça, c'est un message que les citoyens comprendront. Quand ils viendront en disant « voilà ce que nous avons décidé tous ensemble et voilà comment nous allons le mettre en œuvre dans notre pays pour le bien de tous », je crois que ça, c'est un message que tout le monde peut comprendre et qui peut être très bien relié et par les politiques et par les médias. Oui, alors effectivement, je crois qu'il y a un consensus assez fort sur le fait qu'on doit aller de l'avant au niveau de la zone euro pour avoir un budget de la zone euro. Et ce budget de la zone euro, il a effectivement l'objectif de pouvoir créer des solidarités entre les économies au sein de la zone euro. Et ces solidarités sont indispensables parce qu'en fait, la crise a accentué ces divergences. Donc il faut revenir à l'état où on était avant la grande crise. Et le deuxième aspect qui est très important pour la solidité de la zone euro, c'est d'avoir aussi des mécanismes qui permettront de réagir si jamais il y avait encore des chocs, c'est-à-dire que personne n'espère. Mais on se dit qu'il pourrait très bien, on est dans des cycles économiques. Ces cycles économiques, on a pour l'instant un niveau de croissance qui est faible, mais c'est de la croissance. Si on avait un autre choc, il faudrait qu'on ait des pare-feux, et ces pare-feux passent par effectivement une solidarité budgétaire au sein de la zone euro, et qui peut alors se manifester par ce plan massif d'infrastructures qui est celui qu'on a évoqué et que beaucoup appellent de leur vœu aujourd'hui. Et je voudrais dire que sur cet aspect, c'est assez intéressant, sur cet aspect d'une volonté de mettre en place des plans massifs d'infrastructures, d'autres économies sont en train de le faire. Donc le Canada a un plan massif d'infrastructures, le Japon l'a annoncé cette année, on sent, Madame Clinton en parle et elle le fera certainement aux États-Unis. Donc ça me paraît un beau projet pour la zone euro que, effectivement, d'accélérer un plan d'infrastructure. Bon, on va revenir à ces sujets de projet, mais est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Alors, on va peut-être en prendre 3 rapidement et on va y répondre et ensuite. Donc, monsieur qui est là. Monsieur qui a le micro. Allez-y. On va prendre des femmes, ne vous inquiétez pas. Monsieur. Dites en un mot qui vous êtes et votre question en 10 secondes. Je suis Félix Dutuat, je suis membre du comité de le club d'innovation finance. Je pense que Madame BNP me connaît parce qu'une fois je suis allé déjà à la rue Bergère. Innovation et Europlace. Innovation et Institut Louis Bachelier. Première question que je pose, c'est dire sur les taxes. Pourquoi vous ne pouvez pas harmoniser les taxes? Parce qu'aux États-Unis, il y a 56 États. Il peut arriver à harmoniser. C'est-à-dire, je comprends que chaque taxe, chaque État, ils ont des taxes différentes. Pourquoi l'Europe ne peut pas faire? Deuxième question. Vous parlez tout à l'heure des infrastructures. Actuellement, on a des outils très performants. En principe, vous avez la communauté européenne, c'est une gouvernance. On peut dire la plateforme gouvernance. Vous pouvez faire les infrastructures de 27 pays et remonter les indicateurs pour pouvoir analyser et les croisements des données pour pouvoir savoir est-ce que vous avez les produits nationaux bruts ou non.
Est-ce que la croissance de chaque pays ou non? Parce que à cause du big data, les serveurs big data, vous pouvez faire ça en principe. Quelle est votre deuxième question, monsieur? Quelle est la deuxième question? La deuxième question, c'est-à-dire que vous parlez beaucoup de la croissance économique, c'est-à-dire ce sont les indicateurs. On peut utiliser les KPI pour remonter, pour faire des analyses, les indicateurs de chaque pays, la croissance, etc. L'Europe, CE, c'est la communauté européenne, c'est une sorte d'équivalent sur les, je parle au point de vue technologie informatique. La communauté européenne, c'est une plateforme, gouvernance. Les 27 pays derrière, on s'appelle les sous-plateformes arbitraires. Excusez-moi, monsieur, je sais que c'est un auditorium, mais on n'est pas dans un cours. Donc, quelle est votre question? Ou sinon, on passe à la prochaine. Alors, il y avait une autre question. On a déjà retenu le sujet de la taxe uniforme. Monsieur qui est là-bas. Et on en prend rapidement une troisième pour qu'on ait le temps pour un maximum. Oui, bonjour, je suis Ibrahim Elali. Donc, on a conçu une Europe de l'acier, on rêve d'une Europe de l'énergie, une Europe de la défense, on n'y croit même pas. L'Europe des frontières, bon. Mais je me dis, je regardais par rapport aux États-Unis, mais l'Europe des citoyens, quand est-ce qu'on va la bâtir vraiment? Parce que personne n'a le sentiment de se sentir européen. Et c'est en se sentant européen qu'on va consommer européen, qu'on va justement mettre un ministre des Finances pour gérer la finance européenne. Le travail du citoyen n'a jamais été fait. On peut être irlandais, on peut être indien, on peut être hispanique, on se sent américain. Ici, en Europe, on a bâti l'Europe sans se sentir européen. Et il y avait une troisième question dans le fond. Il y avait une jeune femme, tout au fond. Voilà, on vous voit bien. Bonjour, je m'appelle Férouz Andema-Mokrane, je viens présenter un projet concret de code européen des affaires, puisque nous souhaiterions qu'en fait les entreprises, que les PME notamment, qui n'ont pas les moyens de se payer les juristes experts, puissent user de leur libre circulation en Europe avec un socle commun et identique. Donc je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ça. Nous pensons en tout cas que ça pourrait consolider la zone euro. Un code européen du droit des affaires, pardon. De droit des affaires, très bien. Peut-être qu'on voulait démarrer par la troisième question, Stéphane? Je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions en même temps. Premier constat, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas sur l'harmonisation de la fiscalité? La première des choses à faire, c'est de rétablir la confiance entre la France et l'Allemagne. Si vous ne rétablissez pas la confiance entre la France et l'Allemagne, vous ne serez pas en mesure de renforcer la zone euro. À partir du moment où, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à partir du moment où l'Allemagne ne veut pas dépenser plus et la France ne veut pas dépenser moins, eh bien, il n'y a pas de relation de confiance. Et c'est aussi simple que ça. Ça fait maintenant quelques années que cela dure. Et voilà, les Allemands, eux, disent, nous, on est prêts à faire plus d'intégration, mais montrez-vous de votre côté que vous êtes aussi prêts en matière d'intégration économique à avancer. Et malheureusement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que tous les signaux qui sont envoyés en France ne sont pas positifs. Et donc cette demande interne qui est nécessaire du côté de l'Allemagne, ils ne sont pas prêts à le faire. Et donc, il faut attendre peut-être que les nouveaux gouvernements puissent arriver dans cette nouvelle démarche, mais pour l'instant, on est coincé pour cela. Donc, il y a des tas de projets d'harmonisation de la fiscalité simplement entre la France et l'Allemagne, mais pour l'instant, ça n'avance pas. C'est pour ça d'ailleurs que certains disent, faisons-le à 2, à 6, d'abord dans un premier temps. Elle est indispensable, cette harmonisation de la fiscalité. Elle est indispensable parce que justement, cette convergence, elle est nécessaire. Et si on parle d'harmonisation de la fiscalité, on parle effectivement des sociétés, l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Donc on parle aussi, derrière ça, du droit des affaires européen, qui est aussi très, très important parce qu'il est aussi fondateur pour les entreprises. Donc il y a une vraie continuité entre l'harmonisation de la fiscalité et l'harmonisation du droit des affaires européen. Mais pour l'instant, il y a des blocages qui sont probablement plus de nature politique. Ce projet montre d'ailleurs que voilà, on est prêt à avancer dans ce sens-là d'un point de vue technique, d'un point de vue des juristes. Les fiscalistes ont beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est vrai que réconcilier l'Irlande et le Luxembourg qui ont des fiscalités particulières et le reste de l'Europe, ça prendra beaucoup de temps et avancer dans ce sens, ça prendra 10, 15, 20 ans, quoi qu'il arrive. Maria ?
Vous voulez parler de l'Europe des citoyens? Voilà. J'aimerais exactement partir de cette question sur la citoyenneté européenne. Parce que, bon, notre mouvement n'a pas peur du vrai débat. On doit avoir un débat très franc entre nous. Donc, laissez-moi adresser les questions vraiment difficiles. Moi, je pense qu'il n'y a pas avenir pour l'Europe si l'ensemble des citoyens européens ne peuvent pas compter avec un socle très clair de droits et en fait devoirs de citoyens européens. Il faut vraiment adresser cette question avec substance. Et dans ce moment-là, je suis engagée dans un rapport du Parlement européen qui tient exactement à cela, puisque c'est ce qu'on appelle le pilier européen des droits sociaux. Moi, je pense qu'il faut vraiment définir ce socle, tourner vers l'avenir, en préparant tous les citoyens pour l'économie et la société d'avenir, qui en fait est déjà présente. Il faut garantir ça. Mais il faut reconnaître que pour rendre cela vraiment possible et dépasser le simple discours d'intention, de très beau catalogue de droits, moi je n'y crois pas, pour le rendre vraiment possible, il faut aller au fond des problèmes. Je vous donne un exemple, et ça tient exactement à l'eurozone, parce que l'eurozone est maintenant au cœur de divergences très graves, pas seulement entre gouvernements, mais entre citoyens, du point de vue économique, social et politique. C'est pourquoi la crise européenne est si profonde. Et qu'est-ce qu'il manque? À mon avis, ce qu'il manque, c'est un discours politique qui reprend un jeu gagnant-gagnant pour l'ensemble de l'Europe. On a eu ce discours. Et maintenant, il est perdu, il faut le reprendre, il faut le relancer. Et je vous donne un exemple tout d'abord avec les États membres qui n'appartiennent pas encore à la zone euro et qui se sentent marginalisés et qui ont peur d'une Europe à deux vitesses. Moi, je suis avec Philippe Dubuc quand il dit, non, il faut dire clairement que ce thème de la zone euro, ce n'est pas pour un club limité, c'est pour tous les États membres de l'Union européenne. Ils doivent être engagés dans cette discussion parce que c'est de leur intérêt avoir une zone euro qui marche et, si possible, les faire joindre dès que possible. Il faut avoir une approche ouverte et inclusive. Et comme ça, on réduit ces craintes qu'on a, notamment dans les pays de l'Europe centrale et de l'Est. Ensuite, on a une méfiance, je vais être de nouveau très concrète, entre les citoyens allemands qui sont naturellement concernés, préoccupés avec l'avenir, le futur de leurs épargnes, d'une vie, et ils ont peur qu'avec un taux d'intérêt tellement bas, la valeur de cette épargne va être réduite. Il faut comprendre cette préoccupation. Mais on a de l'autre côté de l'Europe des citoyens qui sont préoccupés avec le manque de jobs, d'emplois, d'investissements, parce que les conditions de financement restent trop élevées. Donc on a ici une divergence avec une base objective. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer un jeu gagnant-gagnant? À mon avis, c'est simple. C'est expliquer aux citoyens allemands que c'est de leur intérêt que leurs épargnes puissent de nouveau être investies partout en Europe avec des projets de qualité, parce que c'est comme ça qu'ils vont vraiment valoriser leur épargne. Donc il faut relancer un marché intégré de l'épargne et de l'investissement au niveau européen. Il est bloqué maintenant, il est fragmenté, on l'a perdu. Mais alors, qu'est-ce qu'il manque ensuite pour relancer ce jeu gagnant-gagnant? Ce sont des acteurs vraiment européens, des leaders vraiment européens.
qui puisse expliquer cela, et en même temps, une rencontre élargie des citoyens européens de tous les États membres pour qu'ils montrent à chacun d'entre eux leurs préoccupations et pour qu'ils puissent identifier qu'on peut relancer ce jeu gagnant-gagnant. C'est ça qui manque, à mon avis. Mais notre mouvement a été lancé exactement pour bâtir ces ponts. Voilà. Pour rebondir sur ce qu'a dit Maria, Philippe veut réagir, mais il y a un point que moi je n'entends pas dans ce débat, qui est quand même le sujet, un des sujets pour lesquels on a eu le Brexit, à nouveau, c'est pas la zone euro, et on a eu toute la montée des populismes, c'est le fait qu'on est dans un monde globalisé, où on sent que les choses changent de manière très rapide, et qu'aujourd'hui, ce qui fait la cohésion d'un groupe, c'est aussi le sentiment de se sentir quand même protégé par rapport à, ou surtout accompagné. Est-ce que véritablement renforcer la zone euro, enfin qu'aujourd'hui je n'entends pas l'argumentaire qui permet à quelqu'un qui se sent inquiet sur son job, inquiet par rapport aux migrants, inquiet pour des raisons objectives ou totalement subjectives, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il sent que c'est l'Europe qui va le protéger et non pas les frontières nationales? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Non, nous sommes dans un... C'est une lapalissade dans un monde en changement. On vient d'en discuter toute la journée sur différents sujets. Et chaque fois, en conclusion, en tout cas dans nos milieux ici, dans cette conférence, la conclusion a toujours été il faut renforcer l'intégration européenne. C'est au niveau de l'Europe qu'il faut réagir et s'organiser. La question est de savoir est-ce que nous le faisons? Et si nous le faisons, est-ce que nous le faisons dans la bonne direction? Moi, j'ai œuvré toute ma vie professionnelle dans les organisations professionnelles d'entreprise au niveau belge et au niveau européen. C'est un milieu privilégié, n'a pas toujours bonne presse et des fois pour de bonnes raisons. Mais c'est quand même un moteur de l'économie énorme. Le privilège que j'ai eu, c'est d'être dans un milieu très pro-européen. Les entreprises sont presque par définition pro-européens parce qu'ils veulent étendre leur marché, ils veulent se rapprocher de leurs clients, ils veulent se rapprocher de leurs sous-traitants, de leurs partenaires. Donc voilà, ça c'est le milieu. Alors, les citoyens se reconnaissent-ils? Moi, je crois que les citoyens se reconnaissent dans l'Europe. On a entendu ce matin qu'il y allait avoir demain la publication d'un sondage qui montre qu'une majorité des Français sont pro-européens. Dans mon pays, pour des raisons évidentes, on est encore plus pro-européen parce qu'on croit moins dans notre propre pays. Donc, l'Europe est une solution. Donc, voilà, c'est ça. Heureusement que le président n'était pas encore là. Et c'est mon dernier point. Les citoyens aujourd'hui sont probablement plus critiques à l'égard de l'Europe parce qu'on en parle plus et parce qu'ils sentent plus l'effet de l'Europe. Avant, l'Europe était une belle histoire, c'était quelque chose qui se réalisait entre gens de bonne composition. Aujourd'hui, oui, l'Europe doit de temps en temps dire à tel ou tel, vous devez changer votre politique, vous devez vous ajuster, vous devez faire... Et ça crée un débat. Donc, là où l'on dit généralement qu'il y a un fossé entre les citoyens et l'Europe, c'est vrai, mais les citoyens aujourd'hui et la presse et les médias parlent de plus en plus d'Europe, et ça, c'est à mon avis une très bonne chose. Alors moi là-dessus, je pense qu'il y a quand même un peu de pédagogie de l'économie de base qui doit être faite par les uns et par les autres. Et la première pédagogie, c'est d'expliquer qu'on a certes en fait annulé une certaine souveraineté en la donnant à l'euro, mais on y a gagné par une part d'une souveraineté, comme on l'a dit, sur la force de l'euro qui est plus importante. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'expliquer que le nationalisme, ça crée une illusion de souveraineté, mais c'est une illusion totale. Et quand il y avait un nationalisme des monnaies, qu'on était dans des cycles de dévaluation compétitive dans les années 80, tout le monde était plus pauvre. Le Brexit, il a rendu les Britanniques plus pauvres de 18% quand même, parce que la livre, elle a baissé de ça entre la date du Brexit et maintenant. Et ça, c'est une pauvreté globale de la Grande-Bretagne. Donc c'est des faits. Et moi, je pense qu'il faut parler de faits économiques en faisant beaucoup de pédagogie sur ce point pour répondre au populisme.
prendre exactement ce mot populisme pour aller un peu plus loin, parce que je pense qu'on est en face maintenant de plusieurs types de populisme en Europe, mais le plus préoccupant, c'est le populisme d'orientation nationaliste, protectionniste dans le sens de repli sur frontières nationales et xénophobe. Ça, c'est le populisme le plus dangereux, parce qu'il vient avec un discours qui consiste à dire « nous voulons protéger les personnes ». Ils promettent cette protection, mais avec une solution qui est complètement erronée. Parce que, comme mes collègues de panel viennent de dire, c'est complètement illusoire de penser que dans le monde d'aujourd'hui, on peut protéger les citoyens en faisant ce repli sur les frontières nationales. Ce n'est pas que les politiques nationales n'ont pas un rôle à jouer. Si, elles ont ce rôle à jouer. Mais c'est absolument clair qu'on a besoin en renforcement de cette protection, de ce soutien aux citoyens avec des politiques européennes. Cela est vrai pour la négociation du commerce international, cela est vrai pour définir les grands standards technologiques, sociaux, environnementaux, mais cela est aussi vrai pour gérer les flux de migration, pour ne pas dire pour répondre aux menaces terroristes. C'est absolument clair que le repli sur soi, c'est complètement erroné. Et on a eu une période historique en Europe avec une certaine similitude avec ce qu'on a maintenant. Ça a été la période après la crise financière des années 29, où on a eu un grand malaise entre les citoyens européens qui réclamaient une protection. Et ensuite, quelle est la réponse qu'on a eue? Ça, il faut le rappeler. Ça a été aussi une diffusion des mouvements nationalistes, en fait autoritaires en Europe. On voit déjà des signes de ce genre dans quelques pays plus à l'est. Je ne vais pas les mentionner, mais tout le monde comprend de qui je parle. On a les premiers symptômes. Et il faut aussi rappeler qu'à l'époque, on a eu une autre réponse. De l'autre côté de l'Atlantique, portée par Roosevelt aux États-Unis, le New Deal américain, qui est parvenu à reconstruire la solidarité dans le continent américain, tout en gardant une société, une économie ouverte et démocratique. À mon avis, il faut s'inspirer de cette période historique pour dire ce qu'on a besoin maintenant en Europe, à l'échelle continentale, c'est un New Deal européen comme vraie réponse à ces messages très dangereux du repli sur les frontières nationales. Et donc, il faut exiger aux leaders européens qui vont se rencontrer à Rome en mars pour définir une feuille de route, que cette feuille de route puisse vraiment projeter l'Europe vers l'avenir en la maintenant comme un espace ouvert sur le monde, démocratique, mais en même temps en donnant à ses citoyens des vraies conditions de soutien et de projection vers cet avenir. C'est ça qu'il faut. Et de nouveau, c'est une des intentions de notre mouvement lancé le 9 mai. Voilà. Peut-être qu'on va réouvrir une salve de questions-réponses. Monsieur devant, monsieur et monsieur. Je cherche les dames, qu'elles se manifestent. Bonjour, ma question s'adresse à tous les fondateurs du mouvement du 9 mai que je rejoins sur le fond et sur la forme. Il y a une réponse pratique que j'ai pas entendue et que je cherche encore. Peut-être que c'est le président qui nous la proposera tout à l'heure.
Est-ce que vous voulez pas inviter tous ces gens qui se sont rassemblés pendant toute la journée à devenir les ambassadeurs du mouvement du 9 mai, à les former, à leur permettre de partager cette feuille de route pour que, avant le mois de mars, avant l'anniversaire du traité de Rome, ce soit la société civile au sens très large qui se mobilise. Je sens que Guillaume a envie de répondre et c'est évidemment vers lui que ma question s'adresse, mais ça répond à une partie de la problématique que vous avez traitée. Très bien. Donc, on prend peut-être 2-3 questions. Guillaume, on prend 2-3 questions. Bon, je vais peut-être... Allô, allô je ne répondrai pas tout de suite à ta question. Voilà. Laisse-moi quelques minutes et je vous répondrai plus tard, mais c'est vrai qu'on sent ici, aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire qui est en train de naître. Maria expliquait que notre idée de feuille de route lancée en mai allait peut-être devenir une réalité en mars prochain. Et donc, il y a une opportunité. Mais parlons-en tout à l'heure, peut-être. Bon, parfait. On va prendre les 2 autres questions. Il y avait monsieur et il y avait monsieur ici. Peut-être monsieur ici d'abord. Il y a un micro pour lui. Pour monsieur qui était au 5e rang. Bonjour, je m'appelle Kiki, j'espère. Nous parlons dans cet arme de la réduction des inégalités. Et si on parle de réduction des inégalités, je crois que le mot principal, ce qui vient à l'esprit, c'est le travail, c'est le boulot. Parce que c'est uniquement par cette voie qu'on peut réduire les inégalités. Et si on parle de travail, on parle des investissements. Parce que vous comprenez bien que le français lambda ou bien le grec lambda qui est dans son village et qui n'a pas de travail, ça l'incite beaucoup plus à voter pour les extrémistes qu'autre chose. Donc, je crois quand même qu'il faut beaucoup travailler sur cet aspect, sur ce chemin-là, que de pouvoir véhiculer un message d'espérance, de protection, pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte que je suis européen et l'Europe est là pour me protéger. Merci. Qui veut répondre à cette question? Stéphane? Je pense que ça marche. Je pense qu'effectivement, dans le domaine social, on peut aller plus loin et qu'une sorte d'union sociale de la zone euro est possible. On parlait de fiscalité commune, on parlait de convergence de la fiscalité. On pourrait aussi imaginer une convergence sociale. Alors là aussi, ça prendrait beaucoup de temps, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, une forme de socle minimal social de la zone euro pour justement faciliter cette convergence? Une idée concrète, ce serait une sorte de salaire minimum européen. Alors, salaire minimum européen, c'est pas tout de suite. Mais on peut très bien dire, par exemple, que le salaire médian en Europe est de temps et que chaque pays se fixe à plus ou moins 50%. On peut définir un minimum, prendre le minimum qui était fixé en Allemagne, par exemple, et puis dire que on va essayer de converger sur un certain nombre d'années. On peut prendre un plafond, en quelque sorte, et dire que petit à petit, on va essayer d'aller vers ce plafond. Donc il y a des possibilités, encore une fois, ça durera, ça sera long, mais il y a des possibilités, par exemple, en matière de salaire minimum. Il y a aussi des projets d'assurance chômage au niveau européen. Alors, l'assurance chômage européen, ça ne veut pas dire tout le monde aura la même assurance au même moment, les mêmes indemnités au même moment, mais on peut imaginer, par exemple, de partir sur la base d'un contrat de travail européen. Ce contrat de travail européen dirait à peu près la même chose. Il y aurait une sorte de socle de protection minimale, ce qui faciliterait d'ailleurs la mobilité. Je crois que c'est quelque chose d'important pour répondre à votre réponse. C'est cette mobilité sociale au sein de la zone euro. On a la même monnaie, mais ça reste encore très difficile d'avoir le même contrat de travail entre la France et l'Italie, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Il y a encore énormément de difficultés.
Donc avoir une sorte de contrat de travail minimum avec là aussi une protection sociale minimum, qu'il y a un fonds commun pour ceux qui sont dans avec ce contrat de travail, qui est une sorte de fonds commun d'indemnisation du chômage, qui là aussi part d'un minimum, quitte à ce que vous soyez dans votre pays avec un supplément en fonction du pays dans lequel vous êtes. Bref, il y a des possibilités d'agir assez rapidement, mais là encore, il faut que les deux principaux pays soient prêts à dire « nous voulons plus d'intégration ». Nous sommes prêts à aller vers cela, mais cette intégration sociale au sein de la zone euro, elle est indispensable. La convergence sociale doit aussi se faire. Ce ne doit pas être seulement une convergence fiscale, budgétaire, économique, mais aussi une convergence sociale. Merci Stéphane. Comme un de nos leaders européens est arrivé au Palais du Luxembourg, je vais peut-être demander à chacun d'entre vous d'avoir peut-être le mot de la fin. Et je ne sais pas si Maria, vous pouvez peut-être aussi aborder le sujet des standards et de l'éducation, parce que je trouve en termes de réduction des inégalités, qu'est-ce qui est fait là-dessus? Mais peut-être en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pensez être une solution vers cette réduction des inégalités? Peut-être en commençant par vous, Philippe. Bien, le débat que Stéphane vient d'ouvrir est un débat qui est un débat réel, qu'on a d'ailleurs en Europe pour l'instant. Maria a sur ce sujet-là aussi produit un rapport. C'est ce que l'on entend par... Philippe, excusez-moi, mais vraiment 3 mots, puisque le président atteint derrière la porte. Eh bien, je crois qu'il faut... On n'aura pas d'harmonisation dans ces domaines-là avant demain. Ce qu'il faut travailler, c'est l'intégration. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans ce domaine-ci, c'est l'éducation, éducation, éducation. Nous sommes dans une école, c'est ça qu'il faut privilégier. Maria, 2 mots. C'est seulement annoncer que maintenant, dans le Parlement européen, on prépare un rapport sur pilier social européen qu'on va introduire dans la feuille de route adoptée à Rome et qui devrait définir ce socle commun de standards sociaux sur lesquels tous les citoyens européens devraient compter. Voilà, l'annonce est faite. Ensuite, vous verrez le résultat. Bon, bah, écoutez, merci à tous. Félicitez les orateurs et on attend maintenant le président de la République.